3000 commandos burkinabés se déploient branchés au sud et la frontière se durcit d'un seul mouvement, comme si la nuit avait reçu un ordre. Ce n'est ni un exercice, ni un défilé, c'est une réponse déclarée après la mise au jour d'un complot d'assassinat avec une piste financière évoquée et un ennemi désigné de l'autre côté. Que change pour les civils et pour les équilibres régionaux le fait qu'Ibrahim Traoré soit présenté comme la cible centrale d'un scénario pensé pour décapiter un leadership en une seule nuit ? Dans ce théâtre tendu, chaque geste promet des répliques. Cette séquence promet plus qu'un récit d'alerte militaire. Elle vise à clarifier ce qui est réellement en jeu lorsque la sécurité d'un État sahélien est présentée comme une variable d'ajustement régional. Le bénéfice pour le lecteur est précis. Comprendre en 10 à 12 minutes comment une accusation de complot, un flux financier cité et une décision frontalière s'imbriquent pour produire des effets concrets. Derrière la ligne de démarcation, l'enjeu dépasse la tactique. Il touche à la légitimité des institutions, à la protection des civils et à la crédibilité des mécanismes régionaux de prévention des crises. À court terme, le durcissement promet de réduire les canaux opaques. À moyen terme, il peut redistribuer les coûts économiques et diplomatiques. L'analyse suivra les faits allégués, les réactions officielles et les conséquences mesurables, sans extrapoler au-delà de ce que les sources permettent. Une question guide la lecture. Comment une décision prise sous pression transforme-t-elle un voisinage en test de souveraineté partagée ? La mini-révélation tient en 2 phrases. Selon les autorités burkinabées, une tentative de coup d'État a été déjouée le 7 janvier et une somme d'environ 70 millions de francs CFA, soit près de 125 000 $, aurait été identifiée dans le circuit financier du complot. Ces 2 éléments, date et montant, servent de pivot narratif pour justifier une réponse immédiate et visible, centrée sur la frontière sud. Le contexte éclaire pourquoi ces chiffres ont un poids politique. Le Burkina Faso traverse une phase de recomposition sécuritaire, marquée par des attaques armées persistantes et par une méfiance accrue envers les réseaux transfrontaliers. Dans ce cadre, toute accusation de financement externe est perçue comme une menace existentielle, plutôt que comme un simple incident diplomatique. La mention d'Ibrahim Traoré comme cible principale concentre l'attention, car elle associe directement la stabilité de l'État à la sécurité d'un homme présenté comme symbole de rupture. Les autorités décrivent un scénario en plusieurs couches, repérage des acteurs, mobilisation de relais internes, puis appui financier venant de l'extérieur. Même sans détail judiciaire complet, cette séquence est utilisée pour construire un récit de causalité rapide, argent, plan, menace, réponse. Elle permet aussi de lier la question du complot à celle de la souveraineté, en suggérant que les frontières ouvertes deviennent des vecteurs de vulnérabilité. Ce cadrage prépare le terrain pour la suite. Si la menace est structurée et financée, la réponse doit l'être aussi. La mini-révélation n'apporte donc pas une conclusion, mais ouvre une interrogation centrale sur la solidité des équilibres régionaux et sur la manière dont un État justifie l'escalade préventive. L'acteur central n'est pas seulement une institution, mais une figure qui sert de point d'ancrage au récit officiel. Autour d'Ibrahim Traoré, la communication insiste sur une posture de vigilance permanente, présentée comme proportionnée à la gravité de la menace alléguée. Cette personnification facilite la compréhension pour le public. Un danger ciblé appelle une réponse ciblée, lisible et incarnée. Un premier impact précoce apparaît dans les zones frontalières. Des commerçants et des transporteurs rapportent des contrôles renforcés, plus longs et plus systématiques, qui ralentissent les flux sans les interrompre totalement. Pour les autorités, cette friction est un coût assumé, conçu comme un signal dissuasif plutôt qu'un arrêt brutal des échanges. Pour les acteurs locaux, elle devient une contrainte immédiate, mais aussi un indicateur de sérieux étatique. Un second impact concerne les forces de sécurité elles-mêmes. Le déploiement de commandos d'élite est décrit comme une montée en gamme opérationnelle avec une visibilité calculée. Là où des patrouilles ordinaires auraient donc pu passer inaperçues, la présence d'unités spécialisées vise à produire un effet psychologique tant à l'intérieur qu'au-delà de la frontière. Cette démonstration est pensée pour prévenir plutôt que pour provoquer. Ces effets précoces dessinent une ligne directrice, rendre la menace coûteuse avant qu'elle ne se matérialise.
Ils montrent aussi comment une décision politique se traduit rapidement en expériences concrètes pour les civils, les militaires et les administrations locales. Autrement dit, la sécurité redéfinit le quotidien avant même l'escalade. Avant la décision, la frontière sud fonctionnait sur un équilibre précaire mais routinier. Les contrôles existaient, les échanges se poursuivaient et les tensions diplomatiques restaient cantonnées aux communiqués. Les autorités burkinabées évoquaient des risques diffus, sans rupture visible dans la gestion quotidienne, puis survient l'élément déclencheur, l'annonce officielle d'un complot structuré, présenté comme imminent, avec une cible précise et un financement identifié. À partir de ce moment, le calendrier s'accélère. L'activation commence par la communication. Les responsables sécuritaires détaillent un scénario d'assassinat, insistant sur sa sophistication et sur la pluralité des acteurs impliqués. Cette mise en récit sert à installer l'urgence et à réduire l'espace du doute public. Dans le même temps, le nom d'Ibrahim Traoré est placé au centre de la séquence, non comme simple chef d'État, mais comme point de bascule entre continuité et effondrement institutionnel. Le message est clair, l'attaque visait plus qu'un homme, elle visait un cap politique. Vient ensuite l'escalade opérationnelle. Le déploiement de 3000 commandos n'est pas progressif. Il est présenté comme un bloc visible et assumé. Les unités prennent position sur les axes clés, multiplient les inspections et imposent un rythme inédit au passage frontalier. Cette montée en intensité n'est pas accompagnée de discours belliqueux, mais d'un langage de fermeté calculée. Le contraste entre le ton officiel mesuré et la réalité du terrain renforce l'effet de choc. La phase de répercussion débute presque immédiatement. Sur le plan diplomatique, les échanges se tendent, les consultations se raréfient et les déclarations deviennent plus prudentes. Sur le plan économique, les délais augmentent, certains circuits se détournent temporairement et les acteurs locaux évaluent leurs pertes potentielles. Pour les populations frontalières, la décision se traduit par une adaptation forcée. Nouvelles habitudes, attentes prolongées, incertitudes sur la durée. Dans cette chaîne, chaque étape nourrit la suivante. La révélation justifie l'activation. L'activation provoque l'escalade. L'escalade entraîne des répercussions qui, à leur tour, consolident le récit initial de menaces sérieuses. Les autorités s'appuient sur ces effets pour affirmer que l'inaction aurait coûté plus cher que l'intervention. À ce stade, la logique n'est plus seulement sécuritaire, elle devient performative, montrer que l'État agit pour dissuader toute tentative future. La séquence se clôt provisoirement sur une image forte, une frontière transformée en symbole. Ce symbole n'annonce pas une guerre ouverte, mais une ligne rouge revendiquée. En liant la décision à la protection d'Ibrahim Traoré et à la prévention d'un chaos élargi, le pouvoir cherche à inscrire l'événement dans une temporalité longue, où la fermeté d'aujourd'hui est présentée comme l'assurance de la stabilité de demain. Avant la révélation du complot, les autorités évoquaient des menaces diffuses et non chiffrées. Après, un montant précis et une date deviennent les pivots du discours officiel. Cette bascule, du flou au quantifié, structure la justification de la réponse sécuritaire et donne un cadre mesurable à une accusation par nature sensible. Le premier élément avancé est financier. Une somme d'environ 70 millions de francs CFA, équivalent à près de 125 000 $, est citée comme ayant circulé dans le cadre du projet d'assassinat. Présenté isolément, ce chiffre pourrait sembler modeste à l'échelle étatique. Replacé dans un contexte de recrutement, de logistique et de coordination clandestine, il est décrit comme suffisant pour activer des relais ciblés. L'argument officiel insiste sur le caractère traçable de ce flux, évoquant des transferts bancaires et des intermédiaires identifiables, sans en publier les détails opérationnels. Le deuxième repère quantitatif concerne le temps. La date du 7 janvier est mise en avant comme moment de rupture, celui où la tentative aurait été déjouée. Cette précision temporelle permet de lier la révélation à la rapidité de la réaction. Dans le récit gouvernemental, le court intervalle entre la découverte et le déploiement des forces prouve que la décision n'était pas improvisée, mais préparée. Le chiffre n'est pas un volume, mais un repère chronologique, utilisé pour démontrer la cohérence de l'enchaînement.
Un troisième indicateur est humain et opérationnel. Le déploiement de 3000 commandos constitue un ordre de grandeur qui frappe l'opinion. Comparé aux effectifs habituellement visibles aux postes frontaliers, ce nombre représente un changement d'échelle assumé. Les autorités expliquent ce choix par un calcul de dissuasion. Une présence massive réduit la probabilité de franchissement clandestin et augmente le coût perçu de toute tentative de déstabilisation. Là encore, le chiffre n'est pas présenté comme un maximum, mais comme un seuil jugé suffisant. Pris ensemble, ces trois repères, montant, date, effectif, forment un triangle argumentatif. Ils servent à montrer que la menace n'est ni abstraite ni hypothétique, et que la réponse vise une proportionnalité revendiquée. Dans ce cadre, la mention d'Ibrahim Traoré intervient comme point de convergence. La somme, le calendrier et le dispositif sont articulés autour de la protection d'une figure dont la sécurité est assimilée à celle de l'État. Ces données restent toutefois unilatérales. Elles sont citées par une seule partie et ne sont pas accompagnées de contre-expertise publique. Leur fonction première est donc politique autant que factuelle, convaincre qu'une escalade préventive était rationnelle. La question demeure ouverte sur leur vérification indépendante, mais leur usage éclaire la logique décisionnelle. Les critiques de la décision avancent d'abord un argument de désescalade. Selon eux, un déploiement massif à la frontière risque de transformer une accusation encore non jugée en crise régionale durable. Ils soutiennent que la fermeture ou le durcissement des passages pénalise en priorité les civils et les acteurs économiques, tout en offrant peu de garanties contre des réseaux clandestins capables de se déplacer autrement. Dans cette lecture, la visibilité des commandos serait plus symbolique qu'efficace et pourrait alimenter un cycle de méfiance entre voisins. Un second argument met en cause la solidité probante. Les détracteurs estiment que citer un montant et une date ne suffit pas à établir une responsabilité étatique claire. Sans publication de documents vérifiables ou d'enquêtes indépendantes, la narration officielle serait perçue comme un outil de consolidation interne du pouvoir. Cette critique insiste sur le risque de confusion entre menaces réelles et instrumentalisation politique, surtout lorsque le nom d'Ibrahim Traoré devient l'axe central du récit sécuritaire. La réponse des autorités s'articule autour de deux contrepoints. D'abord, sur l'efficacité, elles soutiennent que la dissuasion fonctionne par élévation des coûts. Même si tous les réseaux ne passent pas par les postes officiels, rendre la frontière plus étanche complique la logistique, ralentit les flux et augmente les probabilités de détection. L'objectif n'est pas l'hermétisme absolu, mais la réduction des opportunités dans une phase jugée critique. Ensuite, sur la question probatoire, le pouvoir affirme que la divulgation complète des éléments compromettrait des sources et des opérations en cours. Dans ce cadre, la communication publique est volontairement partielle, tandis que les preuves seraient réservées aux canaux judiciaires et diplomatiques appropriés. Cette position repose sur un équilibre délicat entre transparence et sécurité, souvent invoqué dans les situations de menaces imminentes. Le débat oppose donc deux rationalités. L'une privilégie la prudence diplomatique et la vérification exhaustive, avant toute action visible. L'autre valorise l'anticipation et la prévention, même au prix de frictions temporaires. En toile de fond, la figure d'Ibrahim Traoré cristallise cette tension. Pour les uns, elle concentre un risque de personnalisation excessive. Pour les autres, elle incarne un point de vulnérabilité qu'il fallait protéger sans délai. La solidité de chaque position dépendra à terme des résultats observables, réduction effective des menaces, apaisement régional ou, au contraire, durcissement prolongé. À ce stade, aucune lecture ne peut être écartée sans recul supplémentaire. Ce point de bascule ne tient pas seulement au nombre d'hommes déployés, mais à la signification donnée au geste. À partir de ce moment, la frontière cesse d'être un espace administratif pour devenir un instrument narratif destiné à signaler une rupture assumée. Le discours officiel insiste sur une idée simple. La prévention ne se négocie plus en coulisses, elle se montre. Cette mise en scène contrôlée transforme une décision sécuritaire en déclaration stratégique lisible par tous les acteurs concernés. Le changement de perspective est net.
Là où l'on parlait auparavant de risques diffus et de menaces potentielles, la réponse s'ancre désormais dans une logique de responsabilité. La protection d'Ibrahim Traoré est présentée comme indissociable de la protection des institutions, ce qui permet de relier un danger individuel à un enjeu collectif. Ce glissement renforce la cohérence interne du récit et réduit l'espace pour des lectures intermédiaires. Dans le même temps, cette révélation médiane redéfinit les attentes. Les partenaires régionaux sont implicitement invités à choisir leur posture, coopération transparente ou distance prudente. Les acteurs internes, eux, comprennent que la période de tolérance est close et que chaque mouvement sera interprété à l'aune de cette nouvelle ligne rouge. Ainsi, la frontière ne sert plus seulement à filtrer des flux, elle devient un test permanent de crédibilité. Ce moment marque la transition entre réaction et doctrine, entre urgence et stratégie, en installant une logique durable plutôt qu'un simple coup d'éclat. Pour l'État, la première conséquence est institutionnelle. Le déploiement massif et la fermeture partielle des canaux frontaliers obligent l'administration à coordonner sécurité, douane et diplomatie dans un même tempo. Cette synchronisation renforce l'autorité centrale à court terme, car elle montre une capacité d'action rapide et transversale. En même temps, elle expose le pouvoir à une attente accrue de résultats mesurables. En plaçant la protection d'Ibrahim Traoré au cœur du dispositif, l'État lie sa crédibilité à l'efficacité visible de cette stratégie. Pour l'appareil sécuritaire, l'impact est opérationnel. Les forces engagées doivent maintenir un niveau d'alerte élevé sur la durée, ce qui mobilise des ressources humaines et logistiques importantes. La présence prolongée de commandos d'élite modifie la hiérarchie des priorités, parfois au détriment d'autres zones sensibles. Cependant, cette concentration est aussi présentée comme un apprentissage. Coordination interunité, contrôle accru des flux et amélioration du renseignement de terrain. Le coût est réel, mais il est assumé comme investissement préventif. Pour la population civile, les effets sont plus ambivalents. Dans les zones frontalières, les contrôles renforcés rallongent les délais de passage et perturbent les routines économiques. Des commerçants voient leur marge se réduire, des transporteurs adaptent leurs itinéraires et les habitants ajustent leurs déplacements. En parallèle, une partie de l'opinion exprime un sentiment de protection accrue, estimant que la fermeté réduit le risque d'un choc plus violent. Cette tension entre contraintes quotidiennes et sécurité perçue structure le débat interne. Pour la région, enfin, la décision agit comme signal. Les pays voisins observent la réaction burkinabé comme un précédent potentiel. Si la stratégie est jugée efficace, elle peut inspirer des réponses similaires face à des menaces transfrontalières. Si elle est perçue comme excessive, elle risque de renforcer la méfiance et de compliquer les mécanismes de coopération existants. La référence constante à Ibrahim Traoré personnalise ce signal en faisant de sa sécurité un indicateur de stabilité régionale. Au total, les conséquences ne se limitent pas à un durcissement ponctuel, elles redessinent les rapports entre États, forces de sécurité, citoyens et partenaires régionaux. Chaque acteur supporte une part du coût et espère un bénéfice différé, dissuasion, stabilité ou légitimité renforcée. C'est dans cet équilibre fragile que se joue la suite de la séquence. Dans un scénario de base, la stratégie actuelle se stabilise sans escalade majeure. Les contrôles restent renforcés, les échanges s'adaptent progressivement et les tensions diplomatiques se maintiennent à un niveau contenu. Si les autorités parviennent à démontrer, même partiellement, la réalité de la menace évoquée, la décision est intégrée comme une mesure exceptionnelle devenue routine. Dans cette hypothèse, la frontière durcie devient un élément durable de la politique sécuritaire, avec un coût économique maîtrisé mais constant. Dans un scénario plus optimiste, la fermeté produit un effet de dissuasion tangible. Les réseaux soupçonnés se fragmentent, les flux financiers illicites se tarissent, et les canaux de dialogue régionaux se réouvrent sur de nouvelles bases. La réduction du risque perçu permet un assouplissement progressif des contrôles, présenté comme le résultat d'une prévention réussie. Cette trajectoire suppose que les partenaires voisins acceptent le cadre posé
et coopère davantage sur le renseignement et la transparence. Elle repose aussi sur la capacité de l'État à transformer un geste sécuritaire en levier diplomatique. Un scénario pessimiste envisage l'inverse. La mesure est interprétée comme hostile, les relations se crispent et des représailles économiques indirectes apparaissent. Les acteurs clandestins s'adaptent, contournent les postes officiels et déplacent leurs activités vers d'autres zones. Dans ce cas, le déploiement prolongé épuise les ressources, accentue la pression sur les civils et nourrit une spirale de suspicion. La frontière, au lieu de prévenir l'instabilité, devient un foyer permanent de friction. Entre ces trajectoires, une variable transversale pèse lourd, la gestion de l'information. Si les autorités communiquent de manière cohérente et mesurée, elles peuvent réduire les interprétations extrêmes. A l'inverse, une communication perçue comme opaque ou contradictoire alimente le doute et fragilise l'adhésion interne. Dans chacun des scénarios, la figure d'Ibrahim Traoré reste un point de référence implicite, car sa sécurité continue d'être associée à la stabilité politique globale. Une recommandation de lecture s'impose. Observez moins les déclarations et davantage les indicateurs concrets. Si les incidents diminuent, si les échanges reprennent sous contrôle et si la coopération régionale trouve de nouveaux formats, la stratégie s'oriente vers le scénario favorable. Si, au contraire, les coûts s'accumulent sans bénéfice visible, la trajectoire pessimiste gagne du terrain. C'est dans cet intervalle de 6 à 12 mois que la décision sera réellement jugée. Pour le lecteur, l'enjeu n'est pas seulement géopolitique, il est aussi civique. Cette séquence montre comment une décision sécuritaire prise au sommet se répercute rapidement dans la vie ordinaire. Délai, coût, perception du risque. Comprendre cette chaîne aide à lire au-delà des annonces, à distinguer ce qui relève de la prévention réelle de ce qui relève du signal politique. Cela invite à une vigilance informée plutôt qu'à une adhésion automatique ou à un rejet réflexe. Pour un public attentif aux dynamiques régionales, l'épisode sert de grille de lecture. Il rappelle que les frontières ne sont pas des lignes neutres, mais des instruments activables selon le contexte. Observer comment elles sont utilisées permet d'anticiper les effets sur le commerce, la mobilité et la coopération. Dans ce cadre, la centralité accordée à Ibrahim Traoré illustre comment la personnalisation du pouvoir peut accélérer la prise de décision tout en augmentant les enjeux symboliques. Pour les citoyens concernés indirectement, l'impact est plus diffus mais réel. Les décisions prises au nom de la sécurité redéfinissent ce qui est acceptable en matière de contrôle, de transparence et de coût collectif. Se poser les bonnes questions devient essentiel. Quels indicateurs justifieraient un assouplissement? Quels mécanismes garantissent que l'exception ne devienne pas la norme? Ces interrogations nourrissent un débat public plus mature. 2 pistes simples peuvent guider la lecture. D'abord, suivre les faits mesurables plutôt que les déclarations. Évolution des incidents, durée des contrôles, reprise des échanges. Ensuite, comparer les discours aux effets vécus localement, car c'est là que se vérifie la proportionnalité. En gardant ces repères, le lecteur transforme un récit de crise en outil de compréhension, capable d'éclairer d'autres situations similaires au-delà du cas présent. La feuille de route présentée par les autorités s'articule autour de plusieurs étapes successives, conçues pour transformer une réaction d'urgence en dispositif durable. La première étape consiste à consolider le contrôle financier. Il s'agit d'identifier, de documenter et de suivre les circuits évoqués publiquement afin de réduire les capacités de financement clandestin. Cette phase repose sur la coopération entre services nationaux avec l'objectif déclaré de produire des dossiers exploitables dans des cadres judiciaires ou diplomatiques. La deuxième étape est sécuritaire et logistique. Les forces déployées doivent passer d'une posture de choc à une organisation soutenable dans le temps. Cela implique une rotation des effectifs, un appui logistique adapté et une coordination accrue avec les unités locales. Le critère d'évaluation annoncé est simple, maintenir un niveau de vigilance élevé sans épuiser les ressources humaines ni désorganiser d'autres priorités nationales. La troisième étape concerne la diplomatie régionale. Les autorités indiquent vouloir présenter leurs éléments dans des enceintes multilatérales, afin de déplacer le débat du bilatéral vers le collectif. L'objectif
est de transformer une accusation sensible en dossier discuté avec des règles communes et des mécanismes de suivi. Dans ce cadre, la sécurité d'Ibrahim Traoré est explicitement reliée à la stabilité institutionnelle, ce qui permet de défendre la légitimité de la démarche. Une quatrième étape touche à la communication publique. Le pouvoir affirme vouloir ajuster son discours en privilégiant la pédagogie sur la dramatisation. L'enjeu est de maintenir l'adhésion interne tout en réduisant les malentendus externes. Les indicateurs retenus sont la baisse des rumeurs, la cohérence des messages et la lisibilité des objectifs à moyen terme. Enfin, une étape d'évaluation est prévue. Elle repose sur des critères concrets. Évolution des incidents, fluidité contrôlée des échanges et perception sécuritaire des populations concernées. Si ces indicateurs progressent, un assouplissement gradué est envisagé. Dans le cas contraire, des ajustements seront nécessaires. Cette feuille de route vise ainsi à inscrire la décision dans un cadre mesurable plutôt que dans une logique indéfiniment exceptionnelle. Le récit revient à l'image installée plus tôt. Une frontière devenue symbole, surveillée non seulement par des hommes en uniforme, mais par une attente collective. Ce rappel fonctionne comme un écho aux premiers impacts observés sur le terrain lorsque contrôle et décisions abstraites se sont transformés en gestes concrets. À ce stade, l'émotion ne vient pas de la dramatisation, mais de la conscience d'un seuil franchi. Autour d'Ibrahim Traoré, la narration officielle a construit une figure de responsabilité plus que de défi. Il n'est pas présenté comme un chef cherchant l'affrontement, mais comme un décideur plaçant une limite explicite à ce qui est jugé tolérable. Cette posture, qu'on l'approuve ou qu'on la conteste, crée un point de fixation émotionnelle. Elle donne un visage à une décision collective lourde de conséquences. Le rappel du quotidien est central. Derrière les chiffres et les scénarios, il y a des routes ralenties, des familles qui s'adaptent, des soldats qui prolongent leur présence. Cette matérialité ancre le débat et empêche qu'il se dissolve dans des abstractions diplomatiques. Elle rappelle que chaque choix sécuritaire redistribue des contraintes et des espoirs. La phrase qui s'impose comme conclusion intermédiaire est simple: une frontière n'est jamais neutre quand la peur et la souveraineté se rencontrent. Elle condense l'enjeu sans trancher, laissant au lecteur l'espace pour juger. Ce retour émotionnel ne clôt pas le débat. Il prépare la transition vers une interrogation plus large sur le rôle des citoyens et des partenaires face à ce type de décision. Au terme de cette analyse, la question n'est pas de trancher pour ou contre une décision précise, mais de réfléchir à ce qu'elle révèle de notre rapport collectif à la sécurité et à la souveraineté. Lorsqu'un État choisit de durcir une frontière pour répondre à une menace alléguée, il engage non seulement ses forces, mais aussi la confiance de ses citoyens et de ses partenaires. Cette confiance se construit dans la durée à partir de faits observables et de débats ouverts. Pour le lecteur, l'enjeu est d'adopter une posture active. Observer les évolutions concrètes, comparer les promesses aux effets réels et refuser les lectures simplistes permet de rester acteur du débat public. Les décisions sécuritaires gagnent en légitimité lorsqu'elles sont comprises, questionnées et évaluées, plutôt que simplement acceptées ou rejetées. Ce récit invite aussi à élargir le regard. Ce qui se joue autour d'Ibrahim Traoré et de la frontière sud dépasse un cas national. Il renvoie à des dilemmes récurrents dans de nombreuses régions confrontées à des menaces transfrontalières. Comment protéger sans isoler? Comment dissuader sans provoquer? Comment informer sans exacerber? La discussion reste ouverte. Partagez vos observations, vos interrogations ou vos critères d'évaluation contribuent à enrichir une compréhension collective plus nuancée. Dans un contexte où les décisions rapides façonnent le long terme, le dialogue informé demeure l'un des outils les plus précieux.